C'est intéressant, Charlotte, de s'arrêter sur le profil de l'agresseur de d'Annecy, qui a étonné beaucoup de monde, petit à petit. Plus on en apprenait sur lui. C'est un profil qui interroge forcément sur notre manière d'appréhender l'immigration. Quelles leçons peut-on en tirer? Comment ce profil pourrait nous aider à mieux gérer la question migratoire? Déjà, il faut décortiquer en effet comment dire, les étapes dans l'apprentissage du profil de cet homme. Tout le monde a cru à la première seconde où on a appris une attaque au couteau sur des enfants, qui était, je le rappelle, une des manières d'attaquer qu'avait recommandé l'État islamique, hein, attaquer au couteau et des enfants dans les pays occidentaux, notamment la France. Donc tout le monde a évidemment pensé à ça en premier. Et on apprend très rapidement que, en effet, cet homme, dans sa déclaration d'asile, initialement, s'est déclaré chrétien de Syrie. Or, on sait autre chose, c'est qu'il y a, à défaut d'être réellement persécutés pour ce qu'ils sont, certaines personnes ont la liste, par le biais des passeurs, voire même de certaines associations, des persécutions listées par la Convention de Genève pour obtenir l'asile. Et donc, immédiatement, certains se sont dit, c'est pas possible, ça ressemble tellement à une attaque islamique que ça doit être un mensonge dans son dossier d'asile. Et à la fin, on a appris que non, en effet, on a eu à la fois son ex-femme qui a parlé, son entourage, le dossier, les renseignements ont eu accès à son dossier en entier, on a eu son nom de famille, on a eu des gens sur place en Syrie qui ont bien confirmé que cet homme était de la communauté chrétienne locale. On a su d'où il venait, etc. Simplement, la première chose, c'est que là où on ne pouvait pas deviner, là où on ne pouvait pas initialement penser à un chrétien, c'est que il y a des recommandations de l'État islamique, il y a assez peu de recommandations d'aller tuer au couteau des enfants de la part de l'Église orthodoxe. Donc il faut quand même garder ça à l'esprit. Il n'y a pas de volonté de nuire ou de volonté de tromper quand on a une première intuition, même si, en l'occurrence, elle se révèle fausse. Alors évidemment, certains ont immédiatement dit « Ah bah ça y est, il y a un terrorisme chrétien, comme il y a un terroriste islamiste. » Donc en fait, chacun a ses brebis galeuses. Il y a une petite différence, me semble-t-il, c'est qu'encore une fois, aucune organisation chrétienne, en l'occurrence, même radicale, n'a appelé à poser ce genre de geste, ce qu'a fait l'État islamique, qui a appelé ses soldats islamistes, donc, à le faire dans le monde. Ça fait une petite différence quand même. Ensuite, il était, vous l'avez rappelé dans votre titre, il était pas pratiquant et rien dans sa vie ne relevait de la fanatisation chrétienne organisée par qui que ce soit. Alors, pour être tout à fait juste, il est vrai qu'il y a des profils d'islamistes qui ressemblent à ça, c'est-à-dire des gens radicalisés au dernier moment. Simplement, ils sont radicalisés par des personnes qui ont intérêt à les radicaliser parce qu'elles ont un projet politique, ce qui n'est pas le cas, en l'occurrence, de cet homme. Et je note autre chose, pour compléter les deux chroniques qui viennent d'arriver. En l'occurrence, un fait divers, c'est quelque chose qu'on ne peut pas relier à d'autres faits pour expliquer ce qui est en train de se passer. En l'occurrence, dans cette histoire d'Annecy, le fait qu'il soit chrétien, c'est à la limite la seule chose qui pourrait relever du fait divers. Et j'ose espérer que ce sera vraiment la seule fois que ça arrivera. En revanche, la question de l'immigration, là, on bascule dans le fait de société. Et comme d'habitude, la seule chose sur laquelle certains décident de s'attarder pour faire diversion, c'est ce qui relève réellement du fait divers et non du fait de société. Et je ferme la parenthèse. Ensuite, l'autre défense après ce qui s'est passé, c'est de dire... Ah bah alors, vous allez sur le terrain de l'immigration, c'est quoi le sujet? On va quand même pas refuser le droit d'asile aux chrétiens d'Orient. Ça, c'est l'autre manière, ensuite, vous voyez, les étapes de réflexion. Alors, dans ce qu'on a appris sur cet homme, il n'est pas seulement chrétien d'Orient. Ça n'est pas la seule chose qui doit être examinée. Ça ne vous détermine pas toute une personnalité, ça ne vous détermine pas toutes les raisons de vous installer dans tel ou tel pays. Et, par ailleurs, le fait d'accorder l'asile aux chrétiens d'Orient, en l'occurrence dans ce dossier, a concerné la Suède. En France, c'est un autre sujet. Donc, c'est malhonnête que de dire que c'est ça le sujet qui se pose aujourd'hui à la France. Dans son dossier, on a appris depuis, et on a appris aussi que son ex-femme avait prévenu. On a en effet un homme qui était engagé dans l'armée syrienne, alors par le biais du service militaire, hein, donc c'est obligatoire, et qu'en l'occurrence, son unité avait été attaquée par des islamistes et qu'il aurait été le seul survivant. Je mets tout ça au conditionnel parce que je n'ai pas vérifié ça moi-même, c'est absolument impossible, mais donc ça relèverait potentiellement du stress post-traumatique extrêmement violent. Et ça, on ne le garde pas à l'esprit. Nous, quand on voit des gens arriver et des demandes d'asile arriver, on ne fait jamais attention à la violence par laquelle ont pu passer ces gens. Quand vous fuyez la guerre,
Vous n'avez pas eu la même vie que quand vous avez grandi en France. Vous n'avez pas la même vie. Eh bien, il faut peut-être l'examiner au moment d'accueillir ces personnes-là, avec les conséquences que ça peut avoir. La deuxième question, c'est que la question de l'asile directement, elle s'est posée à la Suède. La question qui se pose à la France, c'est celle de la libre circulation, c'est celle des délais d'examen entre différents pays, c'est celle du suivi des décisions, puisque, en effet, la décision, en l'occurrence de la France, était celle du refus de cette demande parce qu'elle avait été accordée en Suède. Donc ce sont des questions extrêmement différentes que celles qu'on veut nous imposer pour évidemment ne pas se poser les questions qu'on devrait en effet se poser. Alors, que faut-il donc retenir de ce profil au moment d'évoquer, comme beaucoup le font, le sujet du droit d'asile? Alors, ce qui saute aux yeux, c'est pas l'erreur de la Suède sur l'asile. Honnêtement, qu'il ait obtenu l'asile en raison de son appartenance, on va dire, aux chrétiens d'Orient, il y a un manque d'examen approfondi qui est expliqué par le nombre et par la submersion du nombre de demandes d'asile partout en Europe, mais c'est surtout l'absence totale de maîtrise sur son parcours. C'est l'impuissance beaucoup plus que le cas particulier qui nous intéresse. C'est la répétition des cas particuliers. Il y aurait une fois cette histoire-là. Tout le monde se dirait, c'est l'horreur, et c'est l'horreur comme elle arrive évidemment dans toutes les sociétés. C'est évidemment la répétition qui nous pose question. Ce serait bien que la question de l'asile, en effet, et là je vais rejoindre les détracteurs, entre guillemets, ne se pose pas uniquement dans ce genre de cas. Pourquoi ? Parce que la question de la submersion par le biais des demandes d'asile, elle pose énormément de questions, en plus de celles de la sécurité, et en particulier du terrorisme ou assimilé, ce qu'on a vu à Annecy. Les questions, elles sont culturelles, elles sont identitaires, elles sont économiques. On l'a vu, c'est la question des services publics. Il y a 1000 questions qui se posent et en effet, c'est un sujet qui ne concerne pas que les drames. Dieu merci. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important le reste de l'année. Or, nous n'expulsons pas, ou peu, ou très très peu. Donc le devoir, et la seule question qui se pose, c'est de ne pas laisser entrer. Et Dimitri nous a bien expliqué que c'est la seule question que la Commission interdit de poser. La seule question que la Commission interdit de poser, notamment aux États frontaliers de l'Union européenne. Ensuite, le gros sujet, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la question des personnalités examinées. Vous avez à chaque fois, les profils se répètent. Vous passez entre les mains de passeurs. Alors on peut répéter toute la journée qu'ils sont des trafiquants d'êtres humains, mais ça veut dire quelque chose. Quand vous avez passé une partie de votre vie entre les mains de passeurs qui sont capables de jeter des enfants au-dessus du bord d'un bateau, c'est que vous avez vécu une violence qu'on peut à peine imaginer. Ça crée des traumatismes. Et ça crée des traumatismes ensuite dans la vie que vous menez. Ça, c'est vrai pour tout le monde. Quand vous avez subi la guerre, les attaques djihadistes, ce qui s'est passé dans l'armée syrienne, les crimes qui ont été commis, la violence, l'extrême pauvreté, la corruption absolue à toutes les strates de la société, vous n'avez pas le même rapport et le même équilibre psychologique que quand vous n'avez pas vécu tout ça. Or, la prudence au moment d'accueillir, c'est d'avoir tout ça en tête, surtout quand par ailleurs vous faites des assises de la santé mentale en expliquant qu'on est totalement débordé, même avant que ces personnes-là arrivent. C'est de l'ordre de la prudence, tout simplement, et la prudence, c'est quand même une responsabilité politique. Et évidemment, la dernière chose que l'on voit, c'est la perte absolue du contrôle sur cette question. Mais vraiment, du début à la fin, plus personne ne sait. Et on apprend même que sa femme aurait prévenu, il y a quelques mois, les autorités suisses et françaises de l'état dangereux de cet homme. Voilà. Y a-t-il donc des choses à retenir de ce dossier peu ordinaire ? Et n'est-il pas moral de continuer à défendre le droit d'asile malgré tout ? Ce dossier ne peut pas, résumer nos débats sur la question de l'asile, parce que, par ailleurs, la tentation, c'est quand il y a un drame qui touche aussi profondément tous les Français, les débats sont extrêmement enflammés. Vous avez des propositions qui dépassent... On a vu des déclarations, on ne s'attendait pas à avoir de telles déclarations. Donc, évidemment, il y a une émotion qui permet de dire des choses que l'on pense le reste du temps, mais que l'on ne dit pas. Et par ailleurs, ce serait bien que ça ne s'éteigne pas, quand il n'y a pas de drame. C'est une question qu'il est nécessaire de régler pour l'avenir du pays, point. Même sans les drames. Ensuite, nous sommes submergés par les demandes. Or, le rôle d'un État n'est pas celui d'une œuvre caritative. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que quand vous ne pouvez plus, alors vous devez cesser de le faire. Or, la première protection, la première mission de l'État, c'est de protéger les Français. Or, cette protection est compromise par l'impuissance de l'État et de l'Union européenne.
Et par ailleurs, et en effet, quand on nous dit c'est pas le moment, c'est jamais le moment, parce que le reste du temps, c'est pas une priorité. Les Français s'en fichent. Quand il y a de drame, c'est pas le moment. Quand il y a pas de drame, c'est pas le moment. En fait, c'est jamais le moment. Bon. Ensuite, la deuxième question, c'est que la question psychiatrique doit vraiment être examinée. On a une étude là du Lancet, dont on avait entendu parler, qui nous dit qu'il y a une prévalence des troubles de stress post-traumatique, ce que je disais, de 31%, 18 fois plus élevée que pour les Français. On ne peut pas faire semblant de voir que ça n'existe pas et que les conséquences peuvent être dramatiques. C'est ce qu'on voit là. Alors, il est louable de vouloir sauver le monde entier, mais c'est une ambition d'enfant. Quand on devient adulte, on sait qu'on a des limites. En général, c'est assez prudent. Et enfin, sur la dernière chose, en effet, on entend qu'il serait moral de prendre la défense des migrants à travers le monde. Je pense que défendre l'avenir de son pays, défendre les enfants d'Annecy, défendre toutes les conséquences absolument non voulues, mais prévisibles d'une immigration incontrôlée, ça me semble être la chose la plus morale que doit faire un politique aujourd'hui.